Pendant que la bataille des empereurs face aux supernovas fait rage sur le toit d'Onigashima, l'intérieur du dôme se retrouve beaucoup agité également. Les Mugiwara se battent tant bien que mal face à leurs adversaires, tout comme les samouraïs. Malheureusement, et comme le CPO l'a mentionné, le rapport des forces est incroyablement déséquilibré et ne va pas en faveur de l'alliance contre Kaido. Cependant, une petite lueur d'espoir nommée Otama vint en aide aux dernières forces de son pays pour enfin non pas retrouver un Wano florissant, mais découvrir son pays et sa glorieuse vie d'antan. Celle qui aura accueilli et guidé Luffy à son arrivée sur l'île nous montre désormais son rôle au sein de cette immense bataille qui n'a pourtant pas de place pour une telle enfant. C'est par elle que nous débuterons cette review du chapitre 1004. Yo les bros, c'est Goji et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela va faire bientôt 3 ans que Wano a commencé et tout autant de temps que le rôle d'Otama nous est teasé. Alors qui est-elle réellement? Quelle est sa place au sein de l'histoire de Wano Kuni? A l'origine, son fruit du démon était un pouvoir convoité par l'équipage de Kaido, notamment Hold'em. La rendant capable de contrôler un animal, ce fruit du démon avait l'incroyable particularité de s'étendre jusqu'aux utilisateurs de fruits artificiels Smile, la principale force de frappe des sbires de Kaido. Speed, Babanuki, nombreux ont été soudoyés par les pouvoirs de la jeune Otama, semblant quasiment sans limite. Car oui, aujourd'hui, et sous la protection de Speed, elle infiltrera la gare d'Onigashima pour y distribuer les centaines de Kibidango qu'elle aura générés durant son trajet sur l'île démoniaque. Et comme elle le dit si bien, sa principale motivation n'est nulle autre que découvrir un Wano sans Orochi. Un Wano avec Momonosuke au pouvoir et avec l'abondance de la nourriture que peut lui offrir cette terre. Chaque Smile soudoyé par un Kibidango fera un ennemi de moins à combattre et un allié puissant de plus, rendant l'équation tout de suite plus intéressante. Alors que tout espoir semblait perdu après la vision d'horreur du CP0 jouant au jeu du Go, démontrant que quoi qu'il arrive, l'alliance se fera écraser par le nombre, eh bien, Otama ne semble pas du même avis et apporte cette lueur dans le chaos de la guerre. Et pour cela, elle sera aidée par les Mugiwara. Usopp et Nami protègent la jeune maîtresse de toutes ces bêtes autant qu'ils le peuvent. Usopp utilisera ses compétences uniques et exceptionnelles au tir pour répandre les Kibidango d'une facilité déconcertante. Comme je le mentionnais dans ma réaction live, voilà l'une des principales forces d'Usopp. Bien que ce ne soit pas un personnage au meilleur caractère, ni l'un des plus puissants, son importance et sa place au sein d'une guerre, d'un affrontement ou même d'une bataille aura toujours un intérêt grâce à ses qualités de sniper. Sans avoir besoin de développer une puissance considérable, sa précision le rend largement assez important, intéressant et badass pour justifier sa place dans le crew. Encore faudrait-il que les pires traits de sa personnalité soient changés au risque de toucher à l'essence même du personnage. Nami de son côté n'hésitera pas à attaquer Ulti avec la puissance de sa foudre. En utilisant son Thunder Lance Tempo, elle parviendra à stopper l'élan de la Tobiropo, une technique déployant là encore une puissance considérable qui aura été utilisée à plusieurs reprises dans le passé, notamment en signant la défaite de Khalifa ou encore en portant un coup critique à un pacifista. Malgré cela, Nami demande des éclairs encore bien plus puissants. Et effectivement, depuis la disparition de Zeus, qui lui conférait une énergie colossale, Nami a perdu en force d'attaque. Qu'est-ce qui pourrait alors encore améliorer sa puissance? Eh bien actuellement, il n'y a que très peu d'options. Usopp parvient à améliorer son Climatact davantage, peut-être grâce à l'expertise des citoyens de Wano, reconnus pour leur qualité de fabrication. Ou elle récupère un nouveau Homies de Big Mom, que ce soit Zeus encore une fois ou un nouveau tel que ceux qui nous ont été révélés dans l'avant-dernier chapitre. Un véritable Homies éclair généré par Big Mom en personne, lui conférant ainsi des pouvoirs célestes. Mais je ne vais pas vous cacher, tout ce que j'attends personnellement est le retour de ce cher Zeus, qui avait parfaitement trouvé sa place au sein de l'équipage et aux côtés de Nami bien que leur nature d'ennemi les séparait. On en vient finalement à notre cher Sanji. Toujours pris au piège par Black Maria, il aura malgré tout réussi, avec ses entraves, à défaire tous les hommes présents dans la salle, ce qui montre malgré tout la combativité exceptionnelle de Sanji qui n'a toujours pas perdu. Il ne l'a pas perdu et elle s'est même peut-être encore éveillée après que Black Maria ait parlé de Nico Robin. Oui, la Tobiropo souhaite mettre la main sur l'archéologue d'Ohara, sans nul doute pour lui soutirer les informations des poneglyphes et de leur langage antique. Encore une fois, Robin est la cible des plus grands, signifiant alors que parmi les équipages surpuissants de deux empereurs, personne n'est capable de déchiffrer ces stèles anciennes malgré leur grande expérience de la piraterie. Quoi qu'il en soit, Sanji se retrouve face à un ultimatum, vendre et trahir sa Nakama ou céder face à la torture de Black Maria. C'est enfin ce que j'attendais. Enfin, depuis des années, Sanji a un véritable choix à faire. Un choix lui laissant malgré tout plusieurs opportunités que lui seul peut gérer. Pas de Luffy pour lui venir en aide, seulement lui face à ses décisions et à son adversaire. Encore une fois, dans ma reaction live, je mettais en avant l'attente que j'ai de son combat contre Black Maria. Ce dont un abonné m'a d'ailleurs reproché en commentaire. Pourquoi tu veux tant que Sanji affronte Black Maria? Alors parlons-en. En réalité, je ne veux pas que Sanji affronte Black Maria plus qu'un ou une autre. Personnellement, je ne suis pas fan de Black Maria, encore moins en adversaire de Sanji, à qui je préférais un autre Tobiropo. Même Ulti, pour rester sur le thème féminin, fera un combat bien plus beau pour Sanji, j'ai l'impression. Bref, ce que je veux et ce que je recherche pour ce Mugiwara est une remise en question. Il est connu depuis toujours comme étant le seul des Mugiwara à faire une distinction parmi ses adversaires, n'affrontant ainsi non pas les femmes, mais seulement les hommes. À cela, nous avons une justification parfaitement honorable
provenant de Zeph, le seul qu'il considéra comme un père, lui interdisant de lever la main sur une femme. Je ne peux qu'approuver à 3 milliards de pourcents une telle valeur, d'autant plus prônée dans un manga destiné aux jeunes, et je pense que jamais Oda ne devrait trahir ceci. Cependant, si de micro-concessions ne sont pas faites concernant cette règle bien précise, alors le rôle de Sanji est absolument foutu. Il ne l'est pas si tous ses prochains adversaires sont des hommes, qu'il peut laminer sans aucun problème, non. Il l'est si Oda persiste à le mettre en rivalité avec une femme, comme avec Black Maria actuellement. C'est un peu comme si, dans le prochain chapitre, Kaido se bat dans l'eau, et Luffy doit le vaincre dans cet environnement. Non, ça sera pas possible car il ne peut pas nager. Luffy est donc bloqué et ne peut plus tenir ce duel. Avoir la direction absolue d'un scénario comme l'a Oda avec One Piece et persister à mettre Sanji face à une femme dans un combat, s'il ne trouve pas d'alternative, eh bien Sanji est destiné à ne plus rien être. Bloqué et bridé par le scénario qu'on lui a donné. Pour en revenir à pourquoi je veux tant le voir affronter Black Maria, eh bien c'est pour le voir enfin faire une distinction entre frapper une femme et vaincre un adversaire dangereux compromettant sa vie et celle des autres. Que Sanji réalise que, sans pour autant perdre l'essence de sa nature, il puisse protéger les siens et aider son capitaine à accomplir son rêve tout en accomplissant le sien au passage. Si une femme menace de détruire le monde entier et qu'il est le seul à pouvoir l'en empêcher, c'est un exemple, ne va-t-il pas tenter de l'arrêter au risque de rompre ses engagements d'homme ne combattant pas les femmes? Tout ça me rappelle beaucoup le fameux dilemme du tramway. Un individu est-il capable de sacrifier une personne pour en sauver 10? Sans aller dans l'extrême du sacrifice et de la mort, etc., c'est plus ou moins la question que je me pose et que j'aimerais qu'il soit développé pour Sanji. Est-il capable d'affronter une femme pour sauver ses amis? Et pour moi, le meilleur moment, c'est maintenant. Sanji a enfin l'ultimatum tant attendu, Black Maria lui demande des informations sur Robin pour les raisons citées plus haut. Alors que va-t-il faire? Laisser Black Maria obtenir ce qu'elle souhaite et nuire à sa Nakama, ou mettre hors d'état de nuire un ennemi menaçant son ami? C'est le moment parfait pour qu'il puisse enfin faire la distinction entre une femme et un adversaire. Que Sanji débloque ses démons et affronte qui il veut quand l'occasion le demande. Donc oui, un combat avec Black Maria symboliserait pour moi une évolution autour de Sanji qui serait capable de défier ses convictions quand il le faut. Tout comme Zoro était capable de mourir pour son capitaine sur Thriller Bark, alors que son rêve compte pourtant plus que tout au monde. Les choses pourraient être aussi similaires mais alors amenées différemment. On sait que Sanji utilise sa Red Suite lui donnant ainsi une nouvelle identité. Et si à travers cette nouvelle identité, il ne serait plus Sanji mais Steels Black. Ainsi, le Sanji que l'on connaît resterait fidèle à ses principes et ne combattrait alors jamais de femme comme lui a appris Zeph, mais lorsqu'il revêt sa Red Suite, une autre personnalité plus influencée par son côté Vince Mox serait utilisée pour combattre Black Maria sans aucun problème. Finalement, c'est un peu ce que Usopp a fait pour vaincre sa peur et surmonter ses plus grandes craintes. Il ne les a pas vaincus en étant Usopp, mais en revêtant le costume de Sogeking, lui donnant ainsi plus de courage et d'assurance. Il en serait alors de même pour notre cher Sanji et son développement qui fait couler autant de larmes que d'encre. Comment ne pas conclure sur ce fameux panel de fin démontrant les fourreaux rouges dans un très piteux état, secourus par un ou une mystérieuse personnage dans la salle des trésors d'Onigashima. Tout le monde y va de bon cœur pour théoriser sur la personne se cachant derrière cette silhouette. Forcément, on va en parler davantage vu la réaction qu'a suscité cet événement. De ce que j'ai pu voir, 4 personnages sont ressortis la plupart du temps. Il s'agirait alors soit de Yamato, Toki, Iori, ou alors le grand dieu de la foudre, celui attendu comme aucun autre, Ener. Point par point, nous allons voir toutes ces suppositions. Mais avant tout, il faut remettre un contexte à cette page de fin, car oui, sans contexte, il est impossible de deviner efficacement son identité. Alors les fourreaux rouges ont été déplacés en sécurité par Trafalgar Law avec son Chambles au 10e chapitre. Tous blessés, Bao Wang aura malgré tout réussi à les retrouver dans une salle isolée de tout. Il n'y a cependant pas 9, mais 10 personnages, le 10e tentant de venir en aide aux blessés et dont la première silhouette peut être distinguée près de Kinemon. La case finale montre ce fameux personnage, l'air grave, laissant échapper ce qui semble être une larme. Voilà, très bien. Alors pourquoi ce n'est sans doute pas Yamato? Yamato a été aperçu dans le dernier chapitre courant dehors en compagnie de Momonosuke et Shinobu. Outre le problème de physique, empêchant Yamato d'être à la fois dehors et dedans, Bao Wang a bien précisé la présence d'une seule personne supplémentaire. Or Yamato est censé être accompagné de 2 autres personnes et je ne pense pas qu'elles s'en soient séparées puisque Luffy lui-même lui a donné l'ordre direct de les protéger puisqu'il s'agissait tout de même du fils d'Oden Kozuki et l'un de ses plus fidèles vassaux. Autre point pouvant exclure Yamato, la taille. La personne aux côtés de Kinemon a une taille bien inférieure à la sienne. Certes, le samouraï mesure ses 2,95 m, mais Yamato est également d'une grande taille. La différence n'est pas censée être si flagrante. Voilà pourquoi je ne pense pas qu'il s'agisse de Yamato. Passons à Toki désormais. Eh bien, rien n'indique qu'il ne s'agit pas d'elle pour le coup. Elle y ressemble, le gabarit est similaire, sa silhouette semble porter la même capuche qu'elle portait le soir de sa présumée mort. Bref, c'est un point crucial. Encore faudrait-il que justement, eh bien, elle ne soit pas morte. Effectivement, nombreux ont assisté à son décès et
et il y a peu de chances qu'elle revienne dans le présent de l'histoire. Ce n'est pas impossible, par un tour de passe-passe scénaristique, de la faire revenir d'entre les morts grâce à son fruit du démon. Cependant, une autre candidate parfaitement dans le thème m'éloigne de cette idée, et il s'agit d'Iori Kozuki. Oui, la sœur de Momonosuke serait celle qui viendrait actuellement en aide aux 9 fourreaux rouges. Le physique correspond parfaitement, la taille est bien proportionnée, la mèche de cheveux, la cape qu'elle portait sur Ringo, tout match avec elle. Mais alors pourquoi ? Que viendrait-elle faire ici? Eh bien, quand on sait qu'une gamine comme Otama est présente, la question est plutôt de savoir pourquoi Iori ne serait pas présente. Elle qui a été très proche du shogun pendant de longues années pour tenter de venger son père, elle qui était recherchée par tous pour être assassinée, resterait donc sur Wano bien sagement pendant que tous les autres se battent, attendant tranquillement la fin de la guerre pour profiter d'une vie tranquille. Personnellement, j'ai bien du mal à imaginer un tel scénario, mais plus encore, les samouraïs ont besoin d'Iori. Tout comme les prisonniers d'Udon ont eu besoin de voir Momonosuke pour reprendre espoir et nourrir une nouvelle volonté de combattre, la vision de cet enfant qu'ils n'ont pas vu depuis plusieurs années pour la plupart réanimerait la flamme brûlant en eux. De plus, Iori n'a jamais dit qu'elle ne serait pas présente. Elle a simplement pas voulu se présenter la veille de la guerre pour ne pas laisser place aux sentiments. Maintenant que le plus gros combat des fourreaux est terminé, alors elle pourrait se présenter à eux pour leur donner un nouvel espoir dans ce moment si critique. Voilà pourquoi, d'après moi, il s'agit d'Iori Kozuki. Et bien sûr, le dernier point et personnage à aborder qui serait un potentiel nouvel allié, Ener. Oui, le dieu de la foudre serait redescendu sur Terre et serait actuellement sur Onigashima, apportant son aide aux 9 fourreaux rouges. À cela, les principaux arguments ont été la présence de ce qui semble être son bateau dans un ancien chapitre, au-dessus d'Onigashima, les multiples références de la foudre par Nami, et ce qui semble être ses longs lobes d'oreilles dessinés dans sa silhouette. Au risque de passer pour un rabat-joie, je vais devoir apporter quelques correctifs. Alors, le fameux bateau n'en est en réalité pas un. Il s'agit d'un nuage mal dessiné ou d'une erreur qui a été corrigée lorsque le chapitre a été clean et numérisé sur le site de la Shueisha, Manga Plus. Cela aurait donc pris beaucoup d'ampleur pour finalement une simple erreur. Les références à la foudre de Nami sont présents, effectivement, mais ils l'ont quasiment toujours été. Dans ce cas-là, Ener aurait pu débarquer sur Whole Cake quand Nami s'est emparé de Zeus, qui, je vous le rappelle, est le dieu des dieux grecs dans la mythologie, ainsi que roi du ciel et du tonnerre. Un parfait parallèle à Ener. Mais par-dessus tout, sa silhouette montrant ses lobes d'oreilles ne sont nul autre que des mèches de cheveux ressemblant justement à ceux d'Iori. Prenons son corps et son gabarit en comparaison de Kinemon, et bien là encore on distingue très bien qu'il ne s'agit pas de lui. Ener mesure 2,66 m, soit 30 cm de moins que Kinemon, pourtant la différence entre eux est absolument colossale. Même les tambours ne sont plus présents. Alors non, je ne pense pas que ce soit Ener, peut-être que je me trompe bien évidemment, mais trop de choses me font penser l'inverse. Et après tout, ce qui me conforte dans cette idée, c'est cette simple question. Pourquoi Ener aiderait les fourreaux rouges? Pourquoi un tel personnage, attendu depuis plus de 16 ans, reviendrait dans une telle scène pleurant pour des personnages qu'il ne connaît même pas? Alors que vous savez tout aussi bien que moi, le caractère d'Ener est très loin de ce qu'on vient de voir. Il a pu changer, certes, c'est sans doute le cas, mais au point d'être transformé en médecin hypersensible, ça serait un véritable virage dans son background, et je vais pas vous cacher, je préfère avoir une apparition d'Ener dans les règles de l'art plutôt que comme ça. Le temps nous le dira, comme à chaque fois, mais n'oubliez pas la fameuse hype autour des révolutionnaires dans l'un des derniers chapitres, quand beaucoup pensaient qu'il s'agissait du rire d'Ivankov que Sanji percevait. Au final, ce n'était absolument pas le cas. Alors prenons des pincettes sur le sujet et n'imaginez pas trop de choses au risque de vous auto-décevoir. Pour l'instant, nous ne savons pas qui il s'agit et il va falloir attendre quelques semaines pour confirmer ou non cette théorie sur le retour du grand et non moins attendu ancien dieu de Skypiea. C'est la fin de cette review les bros, si elle vous a plu alors je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous le souhaitez. On se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, merci à tous d'être là, peace les bros.